Merci Monique, merci à vous d'être là si nombreux, si nombreuses. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'avoir cette opportunité qui est rare de rassembler mes idées sur un sujet, de pouvoir développer un propos sur un sujet, je crois, qui nous concerne tous désormais de façon bien claire, le tram à Liège. Et alors, l'objectif d'aujourd'hui n'est pas de vous parler des travaux du tram, l'objectif n'est pas de vous parler des difficultés que nous rencontrons. L'objectif est plutôt de prendre un peu de recul et d'apprécier ce dossier dans une plus longue période, aussi bien en arrière dans le temps que dans l'avenir qui nous attend. Urbagora donc, a été déjà rapidement présenté. Je me permets quand même d'ajouter quelques éléments. Urbagora, c'est une association qui a été créée en 2007. Je suis un des 40 fondateurs. Et Urbagora, effectivement, défend le droit à la ville. Alors, cette notion de droit à la ville, elle est importante. La notion de droit à la ville, c'est fondamentalement une idée démocratique. C'est l'idée de dire que la ville doit être un objet qui appartient à ses habitants et les décisions qui concernent la ville doivent revenir aux habitants de la ville. Urbagora se définit comme un stimulant au débat public. On pense qu'il est essentiel que chacune et chacun qui le souhaite puisse s'impliquer dans les débats publics, puisse comprendre les termes des débats publics, puisse y avoir voix. Et donc, l'enjeu de ma présentation ce soir, de cette conférence que je vous donne, n'est certainement pas de vous convaincre de telle ou telle orientation, mais plutôt de vous donner des outils pour vous permettre de vous forger un avis, de vous permettre de devenir vous aussi acteur du débat public sur le tram à Liège et dans l'agglomération. Parce que quand on parle de Liège, chez Urbagora, on parle de l'agglomération, c'est-à-dire de la ville vécue. Pour nous, Seraing, Anse, Herstal, Fléron, Chaudfontaine et quelques autres font partie de la ville. C'est-à-dire que nous vivons ensemble dans une grande agglomération qui compte, selon l'ONU, il y a des débats pour savoir quelle est la taille des villes, et puis alors on va un peu, chacun il va de son chiffre. Référons-nous à une instance extérieure, l'ONU, le World Urbanization Prospect, considère que la ville de Liège, c'est 670 000 habitants. Donc, c'est déjà une chose importante à dire, et que nous ne nous représentons pas suffisamment. Nous sommes une grande ville. Nous ensemble, qui habitons dans cette agglomération liégeoise, agglomération qui n'est pas assez structurée, qui n'est pas dotée d'un outil démocratique commun, mais nous habitons une grande ville. Et donc, quand on nous renvoie à Liège, moins de 200 000 habitants, ça, c'est la ville de Liège. Mais la réalité commune de notre bassin de soins, de notre bassin d'enseignement, de notre bassin d'emploi, de notre offre culturelle et de notre transport public, pour ne prendre que quelques exemples, c'est bien la réalité d'une ville, d'une grande ville, de la troisième ville du pays après Bruxelles et Anvers. Une grande ville qui est sous-équipée. Ça, c'est un fait qui est absolument évident. Quand on compare la ville de Liège à d'autres agglomérations similaires, on constate que Liège, en matière de transport public, est gravement sous-équipée par rapport à d'autres agglomérations similaires. Il ne faut pas aller chercher bien loin, on peut aller chercher en France, par exemple. Donc je prends par exemple ici la carte du tramway de Nantes. Nantes, c'est aussi 650 000 habitants. Une agglomération tout à fait similaire à Liège, 44,3 km de tramway. Strasbourg, 500 000 habitants, c'est plus petit que Liège. Bon, certes, il y a les institutions européennes. 49 km de tramway. Grenoble, 445 000 habitants dans l'agglomération. 43,7 km de tramway. Et Montpellier, et j'arrête là, 481 000 habitants, plus de 60 km de tramway. On parle bien de l'infrastructure. Tout ceci pour dire que cette première ligne de 12 km, de 11,7 km qu'on est en train douloureusement d'achever, est loin de constituer le réseau structurant qui peut desservir une agglomération de 650 000 habitants. Et cette réalité, elle se retrouve dans la souffrance des usagers, dans la souffrance quotidienne des gens qui vont à prendre le bus et qui expérimentent au quotidien ce qu'est un réseau surchargé, un réseau saturé. On le voit à l'heure de pointe, comme sur un certain nombre d'axes, on doit laisser passer 1, 2, 3 bus avant de pouvoir monter dans le bus. On se retrouve dans des bus où on est collé contre la vitre parce qu'il y a beaucoup trop de monde dedans. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Et cette réalité, elle se traduit dans un triste constat. Seuls les usagers captifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le choix, prennent le bus. Et puis quelques militants très acharnés. Globalement, les gens qui ont le choix vont très rapidement acheter une voiture, ou opter pour le vélo, ou opter pour d'autres solutions, qui ne sont pas forcément mauvaises, marcher à pied, etc. Mais le transport en commun à Liège est une solution de dernier recours.
Ça, c'est quelque chose qu'on constate tout à fait. Par exemple, quand on regarde des enquêtes d'opinion dans la jeunesse, parmi le public étudiant, par exemple, eh bien, beaucoup d'étudiants qui n'ont pas encore le pouvoir d'achat de s'acheter une voiture n'ont qu'une hâte, c'est de toucher leur premier salaire pour aller faire un prêt pour s'acheter une voiture. Ça, c'est la réalité de Liège. C'est une réalité qui nous emmène dans le mur. Dans le mur, pourquoi? On l'a déjà vu, la crise énergétique, en fait, ne fait que commencer. On le sait bien. 2035, c'est l'arrêt des voitures thermiques. Les voitures électriques vont coûter beaucoup plus cher. De façon générale, la voiture individuelle va devenir un bien moins accessible. Et donc, on se retrouve dans une situation où de moins en moins de gens vont pouvoir se déplacer en voiture et où le transport en commun va être de plus en plus sollicité. Je vous disais 82% de part modale de la voiture dans l'agglomération de Liège, mais plus de 50% des foyers n'ont pas de voiture. Ça vous donne déjà une idée de la difficulté d'accès à la mobilité qui est celle d'un grand nombre de personnes qui y vont à pied, qui se déplacent comme ils peuvent, voilà. Les enjeux de cette conférence, au-delà, je dirais, de la présentation du projet, je vais retracer un peu un historique, je vais donner des éléments d'analyse technique du dossier, comment le dossier a été mené, comment des choix ont été posés. Pour moi, au-delà de ça, il y a 3 enjeux que j'aimerais mettre en avant. Le premier, c'est de vous montrer qu'un tram, c'est un projet transversal. Ce n'est pas juste un projet de mobilité, c'est un projet en fait qui implique de multiples dimensions dans la fabrique de la ville et qui implique donc un débat démocratique complexe. Faire un tram, c'est toucher à l'urbanisme, c'est toucher au logement, c'est toucher à la façon dont on va fabriquer la ville, aux espaces publics bien entendu. Et bien évidemment, c'est aussi créer un moyen de transport. Deuxième enjeu, c'est le tram comme vecteur d'émergence d'une métropole, c'est-à-dire comme moyen de nous reconnaître ensemble comme faisant partie d'une grande ville. C'est ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça, par exemple, j'en dirais un mot, que les extensions vers Herstal et Seraing, tout imparfaites qu'elles soient, sont importantes. Elles sont importantes parce qu'elles permettent de faire émerger une vision commune d'une ville de Liège qui n'est plus insularisée au milieu de sa périphérie, mais d'un destin commun à ces 650, 700 000 habitants qui habitent le bassin liégeois. Et encore, on parle de l'agglomération, mais on pourrait parler du bassin de vie, qui inclut des gens qui viennent travailler à Liège tous les jours. Et aujourd'hui, ce bassin de vie, il rayonne bien plus largement que ça et touche facilement 1 million de personnes. Troisième enjeu de cette conférence, c'est souligner l'importance du débat public sur les matières qui sont parfois perçues comme techniques. Le tram mobilise des savoirs techniques. Et vous êtes ici en première ligne pour avoir accès à ces savoirs techniques. Mais ces savoirs techniques ont pour beaucoup d'entre eux une dimension politique. C'est-à-dire que quand on fait un choix sur, par exemple, je ne sais pas, le type de caisse qu'on va utiliser pour le tram, est-ce qu'on va prendre des caisses étroites ou des caisses larges, ça va avoir de nombreuses répercussions sur, par exemple, l'endroit où le tram va pouvoir passer, par exemple, le nombre de personnes qu'il va pouvoir embarquer. Et à rebours, enfin, par effet de ricochet plutôt, ces choix, en fait, finissent par être des choix collectifs qui nous engagent tous. Et donc, chez Urbagora, on est vraiment convaincu qu'il est possible que les citoyens s'emparent de ces questions, non pas en devenant des experts à la place des experts. Il est très important d'avoir des experts. Une démocratie qui fonctionne a besoin d'experts qui sont des ingénieurs, qui sont des techniciens qualifiés, qui sont des gens qui ont un savoir. Et voilà, et vous êtes, vous étudiants, des futurs experts dans vos domaines respectifs. Mais il est important que les citoyens puissent être, dans une certaine mesure, des contre-experts. C'est-à-dire qu'ils soient capables de comprendre et d'analyser le discours expert, de ne pas le recevoir pour tout cuit, si je puis dire. Et par conséquent, ce troisième enjeu est un enjeu démocratique. Nous appelons chez Urbagora à ce que chacun puisse entrer dans le débat, à ce qu'on ne limite pas le débat sur, par exemple, le transport public à quelques questions de principe, mais qu'on puisse reconnaître que choisir de faire aller le tram par-ci ou par-là, de le mettre plutôt dans telle rue ou dans telle rue, plutôt de le faire passer à côté d'une gare ou plutôt sur le quai, etc. Ce sont des enjeux qui vont fabriquer notre façon de vivre dans la longue durée, et par conséquent, c'est des enjeux qui appellent une délibération collective. Voilà pour l'introduction. J'en viens à un bref historique, qui n'est pas vraiment l'enjeu de cette conférence, mais qui me semble important pour que chacun ait en tête les éléments utiles. Mais par exemple, j'ai sauté une image là sur l'état du chantier, et puis surtout, j'ai sauté une image qui est tirée du SDALG, schéma de développement de l'arrondissement de Liège, qui est un processus d'étude qui a été mené il y a quelques années, et qui est intéressant parce qu'il s'inscrit dans cette émergence métropolitaine. Et cette carte, elle s'intitule « Carte des vocations territoriales ». C'est une carte au terme de laquelle, au terme d'un processus de concertation entre communes, les 24 communes de l'arrondissement
ont reconnu l'idée que les territoires avaient une vocation à se spécialiser dans telle ou telle fonction. Une fonction agricole dans la périphérie, une fonction industrielle, vous voyez les zones mauves, un cœur urbain qui est reconnu pour sa centralité, des pôles périphériques qui sont extrêmement importants dans une agglomération de 650 000 habitants et qu'il va s'agir de mettre en valeur. Ça, c'est une carte importante. C'est une carte qui dit qu'on n'est plus dans la concurrence territoriale à outrance où tout le monde veut tout faire, où Juprel veut un cinéma et où Liège veut peut-être des choses complètement inverses. On est dans une logique où on va chercher à se complémenter, à chercher à construire un projet d'ensemble. Ça, c'est vraiment important. Donc, je disais que j'en venais à l'historique. Alors, l'historique ferroviaire en Belgique, vous savez qu'il est glorieux. Je ne m'attarde pas du tout dessus. Je rappelle juste que les tramways arrivent à Liège en 1871. Ils sont à l'époque hippomobiles, c'est-à-dire qu'ils sont tirés par des chevaux. Ce sont de multitudes de sociétés privées qui vont fusionner, qui vont se rassembler pour finir par former le TUL, les tramways unifiés de Liège et environ en 1828. Ce réseau restera pendant toute sa durée de vie, indépendant de la SNCV, la Société nationale des chemins de fer vicinaux, parce que vous savez qu'il existait une SNCB et une SNCV, et il était possible de parcourir l'ensemble du territoire dans des espèces de tramways ruraux qui s'appelaient les chemins de fer vicinaux. Et puis il y avait encore une autre compagnie importante qui était le RELS, la compagnie de Seraing, voilà, Railway des environs de Liège et de Seraing et Extension. Voilà. Nous avons un expert ici, enfin sans doute plusieurs d'ailleurs, mais en tout cas un à coup sûr. Nous avions donc un réseau exceptionnel de tramways qui couvrait non seulement le centre-ville de façon tout à fait extensive, mais également la grande périphérie et même les zones rurales. L'après-guerre et la culture du progrès, l'idée que la voiture allait remplacer le transport public, une idée dont, par exemple, le campus du Sartillement est aujourd'hui un témoin tout à fait vivant, puisque on a amené l'université dans un lieu où il n'était pas possible de se rendre en transport en commun. D'ailleurs, c'est toujours pas possible aujourd'hui. Ceux qui essayent souffrent abondamment chaque jour. Et donc, les années 50 et 60 ont vu, en fait, sans beaucoup de débats publics, la disparition du tramway qui était vu comme quelque chose d'obsolète, comme quelque chose de dépassé. Et donc, c'est en 1967 que le dernier tramway roule à Liège, en 68 à Seraing. Et donc, il ne faut pas attendre 5 ans pour que arrive en 1973 le choc pétrolier. Pas de bol. Et donc, dès qu'on a terminé, on en a fini avec le tramway, c'est un fait important et c'est un fait notable. D'ailleurs, nous travaillons là-dessus, j'espère, sur un bouquin qui devrait sortir d'ici la fin de l'année normalement. Pendant ces 40 années entre 1967 et, je dirais, la décision du tram vers 2008-2009, on va avoir une multitude d'idées qui vont fuser dans tous les sens. Liège va se perdre en conjectures multiples sur comment faut-il gérer le transport public. On va avoir un projet de métro lourd, début des années 70, qui fera long feu. On va avoir, de façon plus significative, le TAU, que beaucoup connaissent sans doute, c'est le transport automatisé urbain. C'était l'idée d'adapter à Liège le VAL, donc le système de métro léger qui a été développé à Lille et à Rennes. Alors à Rennes, on est déjà à la nouvelle version, ça c'est le CityVal qui est la version contemporaine. Rennes vient d'ouvrir une nouvelle ligne de métro automatisé. Donc c'était un métro léger à faible profondeur qui a failli voir le jour, qui était promu par la majorité communale, par la région, et puis le ministère des Travaux publics fédéral qui était encore compétent à l'époque n'a pas mené à bien le projet. On a même parlé d'un SAFEJ. Alors le SAFEJ, c'est un projet qui est assez proche de ce qu'on peut voir à Wuppertal, c'est-à-dire c'est un monorail suspendu. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail ici, il y a eu de multiples hypothèses dans tout genre, mais ce qu'on peut retenir, c'est que Liège, pendant plusieurs décennies, s'est véritablement a perdu du temps. Tandis que le tramway était en train d'être redéveloppé dès les années 80 dans certaines villes françaises. J'ai parlé de Nantes. Nantes redéploie son tramway dès les années 80. Liège a tergiversé, s'est perdu en toutes sortes d'idées. Voilà. Et il a fallu attendre l'étude Semali Transitech en 2000-2001 pour qu'enfin le débat atterrisse avec l'idée qu'il faut un transport structurant. L'étude Semali Transitech restait relativement ouverte, mais disons de façon quand même assez claire, plaidait pour le tramway,
plaidait pour 2 axes de tramway, un axe de fond de vallée et un axe transversal. À l'époque, on parlait de Anse-Fléron. Et à partir de là, on voit que le débat commence à se stabiliser. Il y a effectivement des mouvements citoyens. Monique a très gentiment dit qu'Urbagora a été promoteur du tram. C'est tout à fait exagéré. Urbagora est une des associations parmi beaucoup de voix dans la sphère publique qui ont plaidé pour le retour du tramway, mais il y en a d'autres, et certains bien avant nous. Urbagora a peut-être une certaine force, un certain retentissement au milieu des années 2000 pour promouvoir cette idée. Mais donc il faut attendre 2008 pour que le gouvernement wallon prenne une première décision de principe de construire une ligne de tram à Liège. Alors, la décision est annoncée comme ça, un peu de but en blanc. Le tracé est déjà annoncé, donc il n'y a pas un débat qui s'engage sur le tracé. Le tracé, c'est le tracé historique du fond de vallée, mais on va voir qu'en fait, ce tracé, il y avait quand même un certain nombre d'hypothèses, de variantes possibles, et qu'il aurait été sans doute sain de pouvoir les examiner de façon approfondie avant de prendre la décision. Donc là, 2008, on est juste avant les élections régionales de 2009. Et puis c'est en 2009, après la formation du nouveau gouvernement en 2009, qu'est prise formellement la décision de lancer un tram et qu'est prise la décision de le faire via un PPP. PPP pour partenariat public-privé, c'est-à-dire une forme de marché public qui délègue au privé un grand nombre de tâches, et le secteur public n'est plus producteur d'une infrastructure, il est consommateur d'un service qui lui est rendu par le privé. Dans le cas présent, on parle d'un DBFM pour Design, Build, Finance, Maintain, c'est-à-dire que le privé, le consortium privé qui regroupe un fabricant de tramway, un constructeur de BTP et des partenaires financiers, vont prendre en charge le design, c'est-à-dire les plans d'exécution, le finance, c'est-à-dire le préfinancement jusqu'à toucher la redevance, la construction bien évidemment, mais aussi la maintenance pendant 27 ans suivant l'inauguration, ce qui n'est pas une mince affaire comme nous allons le voir. 2009, on annonce l'inauguration pour 2017, puisque 2017 doit voir une exposition internationale à Liège. Voilà, il y a une volonté très ferme de dire on va inaugurer le tram pour 2017. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'en a rien été. Les choses avancent. En 2011, on fait le choix d'un tracé court. Donc le permis portait sur Gemep basse campagne, c'est-à-dire au-delà de l'autoroute, ici au nord d'Herstal. Et le choix est fait d'un premier tracé entre Sclessin et Coron-Meuse, ce qui implique de déplacer le dépôt, qui était initialement envisagé plutôt du côté de Gemep-Tiller, et qui va être situé à Droix, non sans conséquence également. 2012, l'étude d'incidence. 2013, l'enquête publique. Alors, grand rendez-vous manqué en termes démocratiques, puisqu'il y a des centaines et des centaines de citoyens et un certain nombre d'associations qui vont s'emparer du dossier, formuler des remarques, etc. Sauf qu'il faut que le dossier soit terminé pour 2017 pour l'exposition internationale. Et du coup, toutes les remarques vont être balayées avec tout le même copier-coller en disant « pas pertinent, on ne retient pas ». Grand moment de divorce entre la société civile liégeoise et le maître d'ouvrage régional. En 2014, le permis unique est délivré. La sélection d'un partenaire privé, dans la terminologie du PPP, est faite, à savoir Mobiliège, c'est-à-dire principalement 2 compagnies, Alstom, qui est le grand fabricant du tram français, et BAM, c'est-à-dire le groupe Galère, qui est un acteur liégeois. Mais, bardaf, vient l'intervention d'Eurostat. Alors, qu'est-ce qu'Eurostat vient faire là-dedans ? Eurostat n'est pas qu'un bureau de statistiques européen. Eurostat est également chargé de valider les normes comptables au niveau européen. Et donc, il faut passer sous les fourches caudines d'Eurostat pour valider le PPP. Et Eurostat, par 3 fois, va refuser le montage qui a été envisagé, au point que le premier marché va devoir être annulé. Et en 2016, la décision d'un nouveau marché va être prise, avec un nouveau montage qui est encore plus favorable au privé, si je puis dire. Pendant ce temps-là, on va avoir des premiers travaux préparatoires qui, ça, sont du registre du public, puisqu'on va travailler sur les impétrants. Donc ceux qui habitent Sclessin ou Droix ont déjà vu dès 2014 qu'on ouvrait des voiries pour faire le tram. Ça fait 10 ans quand même, ça commence à faire long. À cette époque-là, il s'agissait de déplacer les impétrants, c'est-à-dire tous les tuyaux qui sont dans le sol, puisque vous savez qu'un tram ne peut pas avoir de tuyaux sous son assiette, dès lors qu'on ne sait pas arrêter un tram, on ne sait pas dévier un tram, et donc on est obligé de faire en sorte que les ouvertures de voiries se passent en dehors de la voie.
Nouveau montage financier, attribution en septembre 2018 du marché à un nouveau consortium. Cette fois, c'est Colas et CAF. CAF, compagnie espagnole de fabricant de tramway, et Colas, filiale, donc Colas Belgium, filiale de Colas Europe, filiale du groupe Bouygues, donc un très grand constructeur de BTP européen, qui emporte le marché, vraisemblablement en sous-estimant le coût de l'opération, comme on l'a vu. Et les travaux commencent enfin en juin 2019, avec ce fameux chantier, dont je ne vais rien dire aujourd'hui, parce que sinon on ne parlerait que de ça. Donc laissons le chantier de côté aujourd'hui, on en parlera autour d'un verre si vous voulez, mais voilà. 2020, 2021, 2022, nous avons la pandémie, les inondations, l'inflation liée à la guerre en Ukraine, enfin, objectivement, les difficultés se multiplient, en sorte que en 2023, c'est une médiation qui va amener le partenaire privé et l'OTW, donc l'Office du transport wallon, à trouver un accord qui amènera un dédommagement de 79 millions supplémentaires au bénéfice du PP Piste, mais aussi l'ajout de 2 annuités qui n'étaient pas prévues au contrat, c'est-à-dire en fait que la somme est presque doublée. Donc en fait, l'indemnisation sur laquelle on a communiqué était de 79 millions, mais en fait, c'est plutôt 150 millions qui ont été cédés au PP Piste. Chacun estimera le caractère justifié ou pas de cette indemnisation. Personnellement, j'ai certains doutes, mais je ne suis pas non plus dans le cœur de la machine. Et donc, voilà, je ne veux pas m'avancer plus que ça. La mise en service est donc annoncée, comme vous le savez, pour janvier 2025, dans un peu moins d'un an. Mais on ne peut que souligner que le calendrier annoncé a déjà été trahi à plusieurs reprises, puisque, par exemple, la fin des travaux impactants dans le centre-ville, qui était prévue pour fin novembre, n'a pas été respectée. La réouverture du pont Atlas, qui devait intervenir fin janvier, n'a pas été respectée non plus, de sorte que nous voilà, une fois de plus, dans l'expectative. Dans l'historique, il faut encore mentionner le PUM et le SDALG, j'en ai dit un mot tout à l'heure, qui sont surtout notables. Donc le PUM, c'est le plan urbain de mobilité. Ce sont des processus qui associent les 24 communes de l'arrondissement dans une réflexion sur l'urbanisme et la mobilité, l'aménagement du territoire et la mobilité. C'est surtout à ce titre que ces processus sont à noter et sont à souligner, parce que une telle réflexion conjointe n'existait pas, et surtout pas à cette échelle-là jusqu'alors. Il y avait, d'une part, on réfléchissait le transport, et d'autre part, on réfléchissait l'aménagement du territoire. Il saute aux yeux, évidemment, que ça ne peut pas fonctionner très bien si on ne pense pas en même temps ce qu'on va mettre sur un espace et la manière dont les gens vont se déplacer. Le PUM, cependant, est réalisé en 2008-2009, mais il va sortir seulement 10 ans plus tard, à la suite de polémiques qui n'ont plus d'intérêt aujourd'hui, de sorte que le PUM, quand il sort, est déjà dépassé, est déjà un document daté au moment où il sort. Et je mentionne encore, pour terminer cet historique, et puis je regarderai l'heure qu'il est, l'étude sur la transurbaine, qui date de 2011, qui a été réalisée notamment par le CREAT à Louvain-la-Neuve et le bureau Studio 11, qui est l'agence Secchi et Vigano, donc une agence italienne très réputée, qui va quant à elle étudier la possibilité d'un deuxième axe, conformément à l'étude Semali Transitech de 2000-2001. Cette étude est extrêmement importante pour plusieurs raisons. D'abord, elle ne vient pas de la région wallonne, elle est réalisée à l'initiative de la ville de Liège et du GRÉ, le groupe de redéploiement économique. C'est-à-dire que c'est une initiative liégeoise et pas wallonne. Ce qui vaudra d'ailleurs une excommunication à la transurbaine, voire à ses auteurs, pendant une dizaine d'années, parce que la région wallonne ne peut pas imaginer qu'on réfléchisse sans elle au transport public. Mais cette étude transurbaine, en fait, est vraiment très innovante, parce que pour la première fois, elle va aller loin dans la réflexion sur la manière dont un axe de transport urbain peut non seulement s'intégrer dans un paysage urbain, dans un contexte urbain, mais également être un levier de son développement. Et on y reviendra tout à l'heure, l'étude sur la transurbaine réfléchit à la reconversion notamment du croissant d'or, qui est cet axe qui a été identifié dans le PUM, qui est, disons, l'axe qui longe la 604, donc entre les Guillemins et Vierzey, disons, un grand axe, un grand territoire dans lequel se trouve le Mont-Légia, la Gare d'Anse, Bonne-Fortune, enfin toute une série de terrains en jeu, comme on dit. Et il y a vraiment une réflexion sur le tramway comme un levier de développement de la ville. On va utiliser le tramway pour fabriquer de la ville, produire de la ville. Et je me permets ici un petit excursus. Produire de la ville, c'est quelque chose de très important, mais c'est quelque chose qu'on ne fait plus tellement. En fait, quand vous regardez la ville, qu'est-ce qu'on a produit depuis 50 ans? Est-ce qu'on a produit des quartiers neufs à Liège? Très, très, très peu. Alors,
qu'auparavant, chaque époque est marquée par un certain nombre de quartiers. Le modernisme est marqué par Droix et par le Sartillement. Le début du XXe siècle est marqué par le quartier de l'Exposition, le quartier des Vennes. Voilà, la fin du XIXe, vous avez tout le développement d'Outremeuse, avec tous les travaux de Blondin qui va reconfigurer la Meuse avec le quartier d'Avroy, etc. Et donc, on peut lire la ville comme une succession de strates, chaque époque apportant sa contribution, pensant ce qu'est à ses yeux, avec ses références de son époque, une ville souhaitable. Et en fait, la fin du XXe siècle n'a pas fait ça. La fin du XXe siècle n'a pas produit de ville. Et moi, je suis assez optimiste, ou en tout cas volontaire, quant à l'idée que le tramway pourrait être une manière de produire à nouveau de la ville, de la ville dense, qualitative, selon les standards de notre époque, selon l'imagination que nous aurons aujourd'hui et selon voilà, les ressources matérielles et intellectuelles que nous aurons. Et je gage que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, contribueront à cela. Venons-en à la deuxième partie de cet exposé qui concerne les enjeux du tram. Alors ici, je vais rentrer dans des aspects un peu plus techniques et puis je vais essayer d'éclairer ces aspects techniques par une lecture plus systémique. Alors d'abord, petite remarque, un tram, ça sert à quoi? Un tram, en fait, quand on écoute les gens qui en parlent, ça sert vraiment à beaucoup de choses. Et on voit d'ailleurs qu'on a réalisé des trams pour toutes sortes de raisons, qui ne sont pas toujours de bonnes raisons. Parce qu'un tram, ça coûte très cher, ça coûte beaucoup d'argent, et on a intérêt à réaliser un tram que si on est sûr qu'il sera rempli. Réaliser un tram qui ne va pas servir à beaucoup de monde, c'est vraiment pas une bonne idée en termes de dépenses publiques. Par contre, réaliser un tram qui va desservir des milliers et des milliers de personnes chaque jour, au-delà, disons, de 30, 40 000 personnes par jour, on commence à entrer dans la zone de pertinence du tram. À Liège, on est bien au-delà de ça sur les deux axes principaux. On est sur des perspectives qui tutoient les 100 000 usagers par jour sur les deux axes principaux, pour faire très bref. Et donc le tram, c'est d'abord un outil qui amène de la capacité, c'est-à-dire qui permet de désaturer un réseau qui étouffe. C'est sa première fonction. Mais le tram, c'est aussi, et je dirais subsidiairement, un outil de transformation de la ville. C'est un outil qui va favoriser un certain type d'urbanisation. Quand vous amenez le tram dans un quartier, ça va être un levier en termes d'orientation des projets urbains. Les promoteurs, aussi bien les promoteurs privés que les acteurs publics, vont fabriquer la ville différemment autour d'un tram que s'il n'y a pas de tram. Le tram, c'est un levier d'apaisement de l'espace public. Quand vous amenez un tram dans une autoroute urbaine, par exemple, vous pouvez faire en sorte que ce ne soit plus une autoroute urbaine, que ça devienne un boulevard. Alors le label, le vocable du boulevard urbain est utilisé à toutes les sauces. On nomme boulevard urbain à l'entrée de Liège, au nord, entre l'île Mont-Saint et Droix, alors que ça sera un ruban de bitume sur lequel je ne m'aventurerai pas à pied ou à vélo. Mais le tram a cette capacité. Et on a des dizaines et des dizaines d'exemples où le tram parvient à reconvertir, à apaiser la ville et par conséquent à la rendre à ses habitants. Les gens qui habitent le long du boulevard de l'automobile, à mon avis, si on amène le tram sur le boulevard automobile, vont voir leur vie changer en termes de bruit, en termes de capacité à se déplacer autrement qu'en voiture, en termes d'espace vert, en termes je dirais, de dynamisme commercial, etc. Et enfin, le tram, il augmente très significativement la qualité du service qui est rendu aux usagers. Un tram, c'est plus confortable, ça ne se coupe pas comme un bus. C'est pas un truc où on est... Voilà, un tram, c'est smooth. Un tram, ça va plus vite qu'un bus. La vitesse commerciale va 3, 4, 5 km/h plus vite qu'un bus. Un tram, c'est en site propre. Et donc, ça permet de traverser la ville en quelques dizaines de minutes. Voilà ce que c'est un tram. Alors, le choix du tram, pourquoi a-t-il été posé à Liège ? Je dirais principalement parce que le TEC n'en pouvait plus. Il était devenu impossible de gérer la demande sur l'axe Guillemins-Saint-Lambert. Et à un moment donné, il a fallu upgrader le système. Et je dirais, dans tout ce dossier, depuis le début, le TEC réfléchit comme ça. La réflexion du TEC consiste à observer là où son réseau est saturé et à dire là où le réseau est saturé, on va passer à un service un peu plus fort. Chez Urbagora, nous sommes convaincus qu'un réseau de transport doit beaucoup plus s'anticiper. Que par exemple, il peut être pertinent de développer un transport public là où il n'y a pas de service aujourd'hui, et donc par conséquent, il n'y aura jamais de saturation, parce qu'il y a un axe manquant. Par exemple, la liaison entre Serein et le Sartillement est un enjeu en termes de mobilité, mais aussi en termes d'accès, par exemple, aux études, etc. Venons-en aux choix techniques, que je vais énumérer ici. Dans ce dossier, on a posé plein de choix techniques. Ces choix techniques ont été
analysé plus ou moins par les spécialistes, mais assez peu pris en compte dans le débat public. Premier choix technique, l'écartement des voies. On a choisi l'écartement ferroviaire standard. C'est un choix technique relativement évident, parce que c'est ce qu'on fait partout aujourd'hui. C'est le standard européen, 1,435 m. Mais c'est un choix qui a des conséquences. Première conséquence, il permet une compatibilité théorique avec les voies de chemin de fer. Théorique parce qu'il faut beaucoup d'autres critères pour qu'on puisse faire circuler un même véhicule sur une voie de tram et sur une voie de chemin de fer, mais c'est possible. Et si on n'avait pas fait ça, c'était fini pour toujours. Donc par exemple, si demain on doit, je sais pas, désaffecter une ligne de chemin de fer SNCB, on pourrait imaginer de la récupérer dans le service tram en faisant rouler dessus ce qu'on appelle des tram-trains, c'est-à-dire des véhicules légers qui vont passer d'une à l'autre. Alors les tram-trains, c'est un sujet très compliqué, mais je n'approfondis pas ici. Le choix de l'écartement d'1,435 m a par contre un autre effet, c'est qu'il prive l'OTW de pouvoir passer des marchés groupés avec Charleroi, puisque Charleroi, le tramway de Charleroi, le métro de Charleroi, qui est en fait un tramway, a un écartement métrique d'1 mètre. Donc c'est pas le même matériel roulant. Donc pas de marché groupé. Voilà, ça c'est le tramway de Charleroi. Vous voyez bien l'écartement des voies. Si vous avez un peu l'œil, vous voyez bien que c'est pas du tout le même que celui qu'on a ici. Deuxième choix technique qui a été posé, c'est l'accès de plein pied. Là aussi, c'est un choix relativement évident. On va pouvoir monter facilement sans devoir grimper 1, 2, 3 marches. À Bruxelles, vous savez qu'il y a toujours des tramways, il faut grimper. Hein. Donc ça veut dire que les PMR, par exemple, évidemment, n'ont aucun accès. Ça veut dire aussi que le vélo n'aura pas beaucoup d'accès au tramway, mais théoriquement, on pourrait l'imaginer hors des heures de pointe, etc. Mais il y a d'autres enjeux. Un enjeu de vitesse commerciale, par exemple. Un embarquement de plein pied va permettre d'aller plus vite. Ça coûte plus cher, il faut des rames surbaissées, mais ça permet d'aller plus vite parce que les gens vont prendre moins de temps à embarquer et sortir de la rame si on a l'accès de plein pied. Par contre, c'est pas bon pour le tram-train. Parce que le tram, il a aussi sa hauteur normalisée, mais qui est à 75 cm. Et donc, si vous voulez faire circuler des véhicules surbaissés dans des gares où on a le quai à 75 cm, il y a un problème, vous allez devoir basculer dans la rame, ça ne marchera pas. Alors, il y a des exemples, en Allemagne notamment, où on a créé des quais hauts en milieu urbain pour permettre le tram-train. C'est-à-dire qu'on a la hauteur normalisée à 75 cm et on va avoir des rames qui vont entrer dans la ville avec des quais hauts. Mais il ne vous échappe pas que c'est là aussi très impactant en termes urbanistiques si on devait faire des quais de 75 cm partout en termes de rampes d'accès, etc. Donc, c'est un choix qui n'est pas négligeable. Et une fois qu'il est posé, une fois qu'on a commencé à acheter du matériel roulant, c'est parti pour longtemps. Voilà, donc ça c'est la maquette du tram. Vous voyez bien qu'il est possible de monter de plein pied. D'ailleurs, cette maquette, elle est visitable au musée des Transports, à 2 pas d'ici, que je vous invite vivement à visiter si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un endroit assez intéressant. Troisième choix technique, le gabarit des caisses. Alors, on le voit très clairement ici. C'est un tram très massif. C'est un tram dont les caisses font 2,65 m de large. Ça, on commence à entrer là dans le dur en termes de choix politiques. Parce que les rames de 2,65 m, personnellement, c'est un choix que je soutiens, mais c'est un choix qui est loin de faire l'unanimité parmi les spécialistes. Un certain nombre de spécialistes disent qu'il aurait été préférable d'avoir des caisses un peu plus étroites. Le tram de Bruxelles reste aujourd'hui principalement à 2,30 m, même si certaines lignes sont en train de passer à 2,65 m. Il y a un aspect très positif avec les caisses larges, c'est que ça transporte plus de monde, réellement. Une caisse de 2,65 m, on met plus de monde dedans, très clairement. L'aspect négatif, c'est qu'on ne sait plus passer partout. Et donc, une fois que vous avez choisi un gabarit à 2,65 m, ça signifie que votre tram, vous n'allez plus pouvoir l'incruster dans des quartiers, le faire rentrer dans des espaces où c'est un peu plus difficile, où il faut aller au chausse-pied. Et donc, une fois que le choix est posé, il est posé pour toujours. Et à Liège est une ville qui se caractérise singulièrement dans son cœur historique par un réseau viaire étroit. Ce qui s'explique par l'histoire de la ville, une ville de fond de vallée, une ville médiévale, une ville qui était enserrée dans des remparts, où forcément le terrain coûtait très cher, où on n'avait pas le loisir de faire des voiries de 15 mètres de large. La voirie médiévale est très étroite, et même la voirie moderne, par exemple, vous regardez, je sais pas, la rue Léopold, ou la rue Pont-d'Avroy, ou la rue Charles-Magnette, qui sont des voiries créées au XIXe siècle pour désenclaver un tissu médiéval, même ces voiries restent relativement étroites, à l'aune de standards parisiens ou berlinois, par exemple. Quatrième choix technique qui a été posé, alors ça c'est un choix moins définitif, c'est le choix du rabattement.
C'est-à-dire que le texte s'est dit qu'il n'était pas sûr qu'il y aurait suffisamment de monde dans le tram. Un certain nombre de responsables du TEC avaient cette idée-là, à tort. On a donc promu l'idée que les lignes de bus qui arrivaient au terminus du tram, ici on est à Coron-Meuse, vous le voyez bien, la plupart des lignes de bus arrivent à Coron-Meuse et s'arrêtent à Coron-Meuse, et les usagers sont priés de changer de mode pour prendre le tramway pour aller vers le centre. C'est même le cas du bus 24 qui va descendre depuis le Thiers à Liège et au lieu de traverser le quartier Saint-Léonard comme il le fait aujourd'hui, va être rabattu vers Coron-Meuse pour opérer le transfert là-bas. En termes d'efficacité, en termes de temps de parcours, en tout cas, si tout est bien organisé, si la fréquence du tram est au rendez-vous, etc., ça peut être plus rapide. Donc le tram est capable d'aller plus vite, même avec la rupture de charge, que de multiples lignes de bus qui se gênent mutuellement, etc. On sait cependant que la rupture de charge, elle est psychologiquement très pénalisante pour les usagers. Notamment des usagers plus fragiles qui vont avoir peur, par exemple, le soir de descendre à un arrêt, de se retrouver tout seul à un arrêt alors qu'ils se sentent beaucoup plus en sécurité dans une rame. Elle va avoir évidemment un aspect d'incertitude parce que dans un sens, ça va, il y aura le tram, mais dans l'autre sens, est-ce que le bus va arriver quand il faut retourner chez soi? Pas toujours. À Liège, le bus, il n'arrive quand même pas systématiquement. Et surtout, cette logique de rabattement, en fait, est aujourd'hui en train d'organiser la saturation du tram. Donc on a, avec Urbagora, fait des calculs, on a modélisé la situation du tram entre 7h30 et 8h30 du matin. On a regardé sur l'axe Le Mans-Saint-Lambert, qui est vraiment le cœur du réseau. Et en fait, la réorganisation qui se prépare, qui se dessine, va en fait réduire l'offre de places entre Le Mans et Saint-Lambert par rapport à la situation antérieure. Alors, il y a des nuances à avoir par rapport à ça, notamment parce que c'est une situation théorique. Or, on sait bien que quand les bus s'engluent, en fait, ils ne respectent plus leur horaire et donc l'offre diminue simplement quand on ralentit un bus, on réduit son offre puisqu'il va faire moins de rotation. Et par ailleurs, ça coûte beaucoup plus cher parce que vous immobilisez votre chauffeur et votre matériel roulant dans un embouteillage. C'est vraiment la pire façon d'utiliser vos ressources. Et par ailleurs, on sait aussi que le tram qui est plus grand va optimiser l'utilisation des sièges disponibles. Il aura aussi une rotation plus régulière, etc. Néanmoins, nous sommes convaincus qu'on va assez rapidement devoir augmenter l'offre sur le tronçon central et qu'une manière de le faire serait de garder un certain nombre de lignes pénétrantes, traversantes, parallèles au tram, etc. pour ne pas surcharger le tram, mais aussi d'aller vers une logique de maillage, et j'y viens. Quatrième enjeu, l'intermodalité. Alors ça, c'est un exemple à Bruxelles d'intermodalité réussie. Vous sortez du tram, vous montez dans le bus, vous avez 4 mètres à faire pour traverser le trottoir, c'est super. À Liège, on a fait des trucs comme ça. Ça, c'est la gare de Bressou. Alors, vous devez vous représenter qu'il y a un quai ici, à peu près au bas de l'image. Vous allez sortir du quai par un tunnel sous voie qui va vous amener sur le parking de l'autre côté. Puis vous allez devoir traverser le dit parking, monter un petit escalier mal foutu, tout à fait inaccessible au PMR, pour monter sur le pont de Bouet qui est là, où le trottoir fait glorieusement 1 mètre de large. Vous allez dévaler le pont du Bouet, vous retrouvez sur le rond-point. Vous voyez que la largeur des espaces de circulation, elle est vraiment pas très, très large. Et puis là seulement, vous allez retrouver dans la gare de tram. Donc l'intermodalité, c'est un échec retentissant de cette première ligne. Et c'est un échec d'autant plus scandaleux, et là je me permets d'être un petit peu tranchant, parce que tout l'associatif représentatif des PMR, des cyclistes, Urbagora et d'autres, ont souligné, ressouligné, re-ressouligné que ce n'était pas acceptable comme situation, qu'il était possible de faire mieux. On aurait pu faire par exemple un modèle comme à Freiburg, où on aurait eu l'arrêt de tram qui était sur un pont au-dessus du chemin de fer, et il y avait un escalator à descendre. Ça, c'est de l'intermodalité. À Liège, on a fait ça. Et les autres points intermodaux possibles, à savoir la gare d'Herstal se trouve à 600 mètres de l'arrêt à venir à Herstal. À Saint-Lambert, la gare du Palais et l'arrêt de tram sont également relativement distants et très peu praticables pour les PMR. Et même au Guillemin, qui est le cœur du réseau, on ne peut pas dire que l'intermodalité a été particulièrement soignée. Voilà donc un enjeu supplémentaire. Et alors je termine avec un dernier enjeu technique, c'est celui de l'interruption de la ligne aérienne de contact, ce qu'on appelle la LAC dans le jargon. Alors, à l'origine, on avait un échevin qui était Michel Firquet, qui trouvait vraiment insupportable l'idée d'avoir
un fil de métal qui passait devant l'hôtel de ville et devant son échevinat et devant l'opéra. Et il a donc exigé que dans le marché, on prévoit l'interruption de la ligne aérienne de contact. À l'époque, c'était Alstom, comme je vous l'ai dit, qui était le soumissionnaire pressenti. Et Alstom, en fait, proposait une technologie qui s'appelle l'APS, l'alimentation par le sol, en français. Technologie qui est aujourd'hui déployée sur un certain nombre de réseaux, mais plutôt dans le sud. C'est notamment une technologie qui est présente à Bordeaux. Et qui consiste, voilà, vous avez l'exemple ici, l'image n'est malheureusement pas hyper lisible, mais l'idée c'est que vous avez donc un troisième rail. Vous voyez, à Bordeaux, vous le voyez très clairement, au milieu des deux rails, vous avez un troisième rail qui en fait est électrifié, et les segments sont mis sous tension au fur et à mesure que le tram passe devant. Et donc vous avez des segments de sécurité de part et d'autre du tram, et les segments centraux sont mis sous tension de façon à ce que le tram puisse prendre son électricité. Alors ça paraît génial comme ça, et voilà, wow, super, un tram qui roule sans ligne aérienne de contact, c'est trop bien. Élément d'analyse par rapport à ça, si on avait choisi ce système-là, on se rendait dépendant d'Alstom pour les futurs marchés de matériel roulant, puisqu'on était dépendant d'une technologie propriétaire qui brevetée, que personne d'autre qu'Alstom ne pouvait fournir. Et donc, on aurait choisi un système qui faisait en sorte que les marchés de matériel roulant ultérieurs, et il y en aura, nous auraient coûté beaucoup plus que le prix. Et on voit déjà d'ailleurs ce genre d'effet se produire. Quand on analyse les marchés publics européens, il y a ce genre de choses qui se passent. En l'occurrence, la ligne aérienne de contact a été interrompu sur 2 parties du tracé, mais ce n'est plus via l'APS d'Alstom, mais c'est via des batteries. Et donc il y a aujourd'hui des alternatives à l'APS qui sont les batteries et les supercondensateurs qui permettent de faire ça. Néanmoins, nous avons exprimé à de nombreuses reprises des réserves par rapport à cette idée, en constatant que cette ligne aérienne de contact en fait est vraiment très peu présente visuellement, mais par contre que le surcoût est réel en termes de matériel roulant et que la complexification technique que ça implique sera génératrice de panne, sera génératrice de problèmes, et ça nous semble être un luxe qu'on ne pouvait pas vraiment se permettre. Dans les choix techniques, on peut encore parler de la rue Féronstrée, où on a fait un bon compromis à la belge, puisqu'on pouvait passer soit par le quai, soit par la rue Féronstrée, et on a décidé de passer par les deux. Pourquoi ? Pour que la batte puisse se tenir sans que le tram la traverse. Alors l'idée paraît sympa, sauf que la conséquence de ça, c'est qu'on a créé un goulot d'étranglement le dimanche sur notre réseau, qui va rendre à peu près impossible le branchement de lignes supplémentaires en aval, parce qu'il n'y aura juste pas la place pour faire passer suffisamment de monde, ou alors on renoncera à avoir un service de qualité le dimanche. Voilà, choix politique. Donc, et je termine avec la question du tracé. Et là, j'arrive à une lecture plus transversale, qui est celle qu'Urbagora en fait a proposée pendant tout ce dossier. Urbagora a thématisé le débat sur le dossier du tram comme une opposition entre un tram de desserte et un tram de pénétration. Notre point de vue a été de dire que le tram, en tant qu'il apportait de la capacité, devait d'abord être déployé là où il y avait un manque de capacité, c'est-à-dire sur les tronçons surchargés du réseau, c'est-à-dire là où il y a le plus de densité de population, c'est-à-dire dans les quartiers denses. Le tram tel que promu et déployé par la région wallonne est un tram qui vise plutôt un imaginaire de la pénétration urbaine, c'est-à-dire qu'on va avoir des P plus R en bout de ligne, et un certain nombre de personnes qui habitent à l'extérieur pourront venir en ville et entrer rapidement dans la ville. Et alors, on a fait un petit exercice avec Urbagora. Je dois dire que je n'en suis pas l'auteur, j'ai suscité ce travail, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je crois que c'est vraiment un petit moment de gloire d'Urbagora en termes conceptuels. On a modélisé 2 réseaux. On a fait l'hypothèse qu'on allait redéployer le même kilométrage que ce qui était prévu. Donc ça, c'est la ligne longue du tram telle que prévue dans le permis, donc les 18 km. Et on a imaginé de redéployer ces 18 km sur un réseau plus central. Donc un réseau ciblé sur, vous voyez, qui va jusqu'à Fontainebleau, jusqu'à Bressou, mais en passant par Mercœur et Bressou, qui dessert Outremeuse, qui dessert le Landau, qui dessert les Vennes, qui va jusqu'au Val-Benoît. Donc un tracé plus court et qui va au nord jusqu'à la place Licourt.
Et on a modélisé le nombre d'habitations et de logements, d'immeubles d'habitation et de logements desservis par les deux schémas en isochrone, c'est-à-dire qu'on a tracé des distances de 250 et 500 mètres. En rouge foncé, c'est 250, en saumon, c'est 500 mètres. Et on a ensuite compté, avec un logiciel, le nombre de logements qui sont présents dans chacune de ces zones. Et on a montré qu'en redéployant le tram sur les zones les plus centrales, on pouvait desservir 2 fois plus de logements. 2 fois plus. Un des éléments aussi, c'est qu'on est rentré à l'intérieur du quartier Saint-Léonard plutôt que de rester sur le quai. Parce qu'évidemment, quand on a un arrêt sur le quai, ben, son intérêt est divisé par 2, sachant que les poissons ne prennent pas le tram. Et donc, je vous remercie. Ni les canards, voilà. Et donc, une grande partie du débat, en tout cas tel qu'on a essayé de l'animer, portait là-dessus. Portait sur la question de dire pour qui on fait le tram. Est-ce qu'on fait un tram pour les gens qui ont aujourd'hui des difficultés à se déplacer, ou est-ce qu'on fait un tram pour augmenter, je dirais, pour renforcer la ville dans sa dimension de lieu de service, comme lieu de service pour une métropole, etc., extérieure. Clairement, on a perdu ce débat. Donc le tram tel qu'il a été dessiné là est un tram qui est plus un tram de pénétration qu'un tram de desserte. Et j'en veux pour preuve, par exemple, que si vous habitez le quartier Saint-Léonard du côté du Coteau, du côté de la rue Vivenis, de la rue Lamarck, etc., dans certains cas, vous allez devoir faire plus de 800 mètres à pied pour rejoindre le premier arrêt de tram, là où, historiquement, la ligne de bus, certes imparfaite, certes chaotante, certes montant sur les trottoirs de la rue Lamarck, certes tout ce qu'on veut, mais la ligne de bus, elle desservait le cœur du quartier et elle était beaucoup plus proche des gens que ne le sera le tram. Et ça, pour moi, ça reste quand même un questionnement et je pense que le débat n'est pas fini. Et notamment, on va se battre pour avoir une desserte de la place Vivenis dans l'avenir. Et alors, dans ces enjeux, je ne peux évidemment pas ne pas évoquer le partenariat public-privé. Le partenariat public-privé, d'abord, il faut être nuancé sur la critique qu'on a. Le partenariat public-privé a été peu ou prou imposé par les règles européennes. C'est-à-dire que les règles européennes aujourd'hui obligent, c'est un peu technique, mais obligent de comptabiliser les dépenses l'année où elles sont faites. Il n'y a plus d'amortissement dans la comptabilité nationale. Alors, ça veut dire que si vous voulez dépenser 400 millions pour un tram, bam, vous le mettez 400 millions sur votre budget. Ça flingue le respect des critères. Alors, certes, avec le Covid, avec tout ça, les critères, c'est un peu... mais historiquement, quand même, et notamment au moment où la décision a été prise, impossible, techniquement, d'imputer cette dépense en une seule année. Et c'est particulièrement injuste pour les petits pays, parce qu'un pays comme la France ou l'Allemagne, il suffit qu'en fait, ils phasent leurs différents gros investissements d'année en année, qui sont un peu malins l'année où ils l'imputent, et ça passe, grosso modo. La Belgique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ce critère est déjà problématique en soi. Alors, on ne parle pas de subsides ici, on parle de la façon dont on va comptabiliser l'argent dépensé par les pouvoirs publics, et cet argent doit respecter des critères, historiquement les critères de convergence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être en déficit au-delà d'un certain point. Et si vous faites un gros investissement public, historiquement, on l'amortissait, c'est-à-dire qu'on l'imputait par petites tranches sur 20, 30, 40, 50 ans. Parfois même plus, mais ça devenait peut-être un peu déraisonnable. Et donc, quand on amortissait un investissement, ben, ça signifiait que vous investissiez 100 millions investis sur 20 ans, ben vous mettiez 5 millions chaque année sur votre budget. Pas de souci. Mais si vous devez mettre les 100 millions d'un coup, là, ça crée des irrégularités qui vous mettent dans le rouge vis-à-vis des critères européens. Donc c'est fondamentalement pour ça qu'on a choisi le PPP. Mais ce n'est pas que pour ça. C'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont pris cette décision, qui sont persuadés que les pouvoirs publics ne sont plus capables de porter des grands projets. Il y a un discours de décrédibilisation du service public, de la puissance publique, qui là est quand même beaucoup plus questionnant. Et on voit aussi qu'un certain nombre de pays ont désobéi. Alors Eurostat a vraiment le nez sur la Belgique, donc on les soupçonne d'avoir un peu une affection particulière pour nous. Mais voilà. Reste que ce PPP a des conséquences prodigieuses. La première conséquence, c'est qu'il nous prive de toute évolutivité du projet. Un PPP, ça consiste à écrire dans un cahier des charges ce que vous voulez, et puis à
confier le truc au privé et vous n'avez quasiment plus rien à dire. Vous voulez rajouter des arceaux vélos à côté des arrêts parce que vous n'avez pas pensé à le mettre dans votre cahier des charges, boum, avenant. Vous voulez augmenter le nombre de rames pour avoir une fréquence un peu plus élevée, boum, avenant. Et l'avenant, évidemment, vous êtes dans une position absolument terrible pour la négocier, puisque le partenaire privé, le partenaire, et je mets beaucoup de guillemets autour du mot partenaire, est dans une position léonine, dans une position de force démesurée qui lui permet d'imposer ses conditions. Et on l'a vu très récemment dans le dossier des extensions vers Herstal et Seraing. Les extensions vers Herstal et Seraing ne sont pas confiées au PPPiste. Elles ne sont plus menées en PPP. Mais évidemment, les trams qui vont rouler à Seraing, ils devront aussi rouler sur la zone PPP. Et donc, le PPPiste facture des frais d'interconnexion. Il dit, si vous voulez faire rouler un tram entre Seraing et Sclessin, pas de souci, mais si vous voulez qu'il aille au-delà de Sclessin jusqu'au Guimain, jusqu'à Saint-Lambert, jusqu'à Herstal, là vous venez chez nous, coût d'interconnexion, 50 millions. C'est pas une blague, hein. Paf. Autre exemple, le PPP prévoit que les chauffeurs auront un statut tech, mais que le personnel d'entretien et de maintenance aura un statut privé. Ce qui, permettez-moi de le dire, témoigne quand même d'un petit manque dans la défense syndicale des personnels les plus fragiles de notre service public. Ça signifie que chaque fois qu'un tram va entrer ou sortir du dépôt, chaque fois, et certains trams entreront et sortiront 2 fois par jour, donc ça ferait 4 mouvements, chaque fois qu'un tram bougera, il y aura une équipe qui sera dédiée à faire un état des lieux complet de la rame de tram, de façon à savoir s'il y a eu un accroc dans un siège ou un coup dans une vitre, s'il est imputable au tech exploitant sur le réseau ou au PPPiste chargé de la maintenance dans le dépôt et le centre de maintenance. C'est absurde. C'est absurde d'affecter des gens à cette tâche. C'est même violent, en fait, de demander à des gens de faire ça, mais c'est vraiment du gaspillage de moyens. Voilà, je ne fais pas plus long sur le PPP, mais je pense qu'il faut vraiment mesurer à quel point ce PPP nous coûte. Voilà. Et bien entendu, le PPP coûte beaucoup plus cher dans la durée. Il coûte un peu moins cher à court terme parce qu'on ne dépense pas de l'argent tout de suite. On promet que la région dépensera de l'argent plus tard, mais dans la durée, le PPP coûte beaucoup plus cher. J'en viens, je pense qu'il est temps, à la dernière partie de mon exposé qui va porter sur les perspectives. Au-delà de l'historique et des enjeux, intéressons-nous à ce qui nous attend, à ce vers quoi nous allons. Premier élément, c'est les extensions vers Seraing et Herstal. Alors ces extensions, elles sont très imparfaites, je l'ai dit, parce qu'elles restent tangentielles à la Meuse, elles ne desservent pas ni le cœur de Seraing, ni le cœur de Herstal. C'est des extensions qui ont été dessinées un peu à la va comme je te pousse. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, dans l'état du dossier tel qu'il est, il est souhaitable de les défendre. Il est souhaitable d'obtenir ces extensions. Il est souhaitable que le tram aille jusqu'à Seraing et jusqu'à Herstal. Et la décision vient d'être prise, là, très récemment, pas plus tard que jeudi dernier en ce qui concerne Seraing. Ce qui signifie qu'on va avoir un projet réellement intercommunal. Alors, d'aucuns ont parlé du tram-queue pour parler d'une ligne de 12 km. Une ligne de 12 km, c'est déjà pas si mal. Une ligne de 18, ça devient déjà très conséquent et très appréciable. Et d'ailleurs, une ligne de 18 va être difficile à gérer dans toute sa longueur en termes de respect des fréquences, etc. Parce que le moindre incident sur le réseau aura des répercussions sur une très longue distance. Voilà, on verra comment tout ça s'exploite. Ensuite et surtout, nous sommes aujourd'hui engagés dans le débat sur le busway. Alors, le busway, c'est ça. C'est la proposition de construire 3 axes et 4 lignes de bus à haut niveau de service pour venir compléter la ligne de tram de Font-de-Vallée. Ce projet est aujourd'hui au stade de l'étude d'incidence, donc pas encore à l'enquête publique. Ça veut dire que le permis n'interviendra pas avant une petite année dans le tout meilleur des cas. Et pour Urbagora, le busway, c'est un peu la caricature de tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment l'exemple d'une conception du réseau qui reproduit des erreurs qu'on a eu l'occasion d'analyser en détail au cours des 10 dernières années. Le busway, c'est d'abord un projet qui est à l'antithèse du maillage qu'on souhaite. Je vous invite à faire une petite expérience de pensée. Pour ceux qui connaissent suffisamment la ville pour s'y retrouver, vous partez de Chênay et vous devez aller à Gemep.
combien de ruptures de charge avez-vous? Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous allez jusqu'à Saint-Lambert, vous en avez une, mais ça fait un grand détour. Soit vous prenez le trajet plus naturel en passant par la place Le Mans, et dans ce cas-là, vous avez 3 ruptures de charge. C'est un choix un peu cornélien. On est donc ici dans un exemple tout à fait typique d'une architecture de réseau qui reste monocentrée, qui reste mentalement focalisée sur l'hypercentre, à savoir Saint-Lambert. Même les Guillemins, qui sont pourtant en train d'émerger comme un presque second centre-ville, en tout cas en termes de mobilité, n'ont pas le bénéfice d'une ligne qui les relierait directement à la rive droite vers Crivnier, Chênay, etc. Le busway, c'est également un projet qui est présenté comme moins coûteux, mais qui en fait ne va pas forcément coûter moins cher dans la durée. C'est un projet qui... donc vous avez, ça c'est un tableau qui est issu de l'étude sur la transurbaine dont je parlais tout à l'heure, l'étude de 2011 par le CREAT et compagnie, qui compare en fait 4 hypothèses. Le bus classique, le bus guidé, c'est le BHNS. Le tram sur pneus, alors ça c'est une vieille histoire qui est abandonnée désormais, qui a vraiment fait long feu. Et puis le tram fer, donc le tram sur rail. Et alors, il y a beaucoup de choses intéressantes à voir dans ce tableau, mais une chose qui est très intéressante, par exemple, c'est le coût d'exploitation. Alors, le coût d'exploitation, vous voyez ici, le tableau est un petit peu de mauvaise foi, je dirais, parce qu'on voit les chiffres 4 à 6 euros au kilomètre, c'est vert pour le bus, et puis le même chiffre devient orange pour le bus guidé. Et ensuite, vous avez 5 à 8 euros pour le tram, mais c'est par kilomètre. Or, le coût qui nous intéresse, ce n'est pas le coût par kilomètre, c'est le coût par passager. Et donc, il faut évidemment ramener ce coût au nombre de passagers transportés. Donc, le BHNS, en fait, va coûter plus cher à l'exploitation. C'est quelque chose qui est assez clair aujourd'hui. Le BHNS, de surcroît, ne dispose pas de la capacité de desservir correctement l'axe de la transurbaine ici. Par exemple, on a fait... Alors, savoir combien de monde on aura sur un axe de transport, c'est un exercice difficile. Il y a différentes manières d'y parvenir. On peut faire, par exemple, une matrice origine-destination, c'est-à-dire étudier l'ensemble des déplacements à l'échelle d'une agglomération et ensuite examiner le potentiel d'une ligne au regard de cette demande. On peut s'intéresser à la densité de population, c'est un critère qui est souvent utilisé. On peut s'intéresser à la présence d'institutions métropolitaines, comme des institutions d'enseignement supérieur, comme des hôpitaux, comme de grands équipements, une gare, etc., le long de l'axe. Mais quand on prend ces différents critères, il ressort assez clairement que le potentiel de la ligne 2 est au moins équivalent à celui de la ligne 1. Et notamment, il y a plus de population qui est située le long de la ligne 2, de la transurbaine, que de la ligne 1. Et donc aujourd'hui, le débat a mis à jour cet élément. Et la réponse d'un certain nombre de responsables consiste à dire qu'on va faire un busway tramifiable, un BHNS qui pourrait être, dans quelques années, transformé en tram. C'est vraiment une question très importante de savoir ce qu'on pense de ça. D'abord parce que ça signifie qu'il faut être prêt à faire 2 fois des travaux au même endroit. Mais surtout, c'est un choix qui n'a jamais été posé. On n'a aucun exemple européen d'un BHNS qui aurait été tramifié. Et ce BHNS, à notre avis, va être instantanément saturé. On va l'inaugurer et dans l'année qui suivra, il y aura trop de monde dedans par rapport à sa capacité. Ce qui amènera assez rapidement à reposer la question de son dimensionnement, etc. Le choix du busway est également un choix, et là je viens une fois de plus sur un enjeu strictement technique, un choix qui nous prive de l'interopérabilité entre les deux lignes. L'interopérabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous choisissez un même standard technique sur un réseau, vous obtenez l'effet réseau. C'est-à-dire que l'efficacité d'un réseau est proportionnelle au carré de ses destinations. Et ce n'est pas une progression linéaire, c'est une progression géométrique. Si vous avez un réseau qui relie 2 points, vous pouvez faire une liaison. Si vous avez un réseau qui relie 3 points, vous pouvez faire 1, 2, 3 liaisons, et ainsi de suite. Donc, on a intérêt à avoir le même type de fonctionnement pour pouvoir faire rouler les mêmes véhicules sur les 2 axes. Par exemple,
si on choisit d'aller vers le tramway pour la ligne 2, ça permettrait de faire un axe nord ou un axe sud. On pourrait, je vous parlais de cette liaison hypothétique Chêne-Gemep, ce ne serait pas absurde sur le réseau tramifié de faire une liaison en grand barreau sud, Chêne-Gemep, ou un grand barreau nord, Anse-Herstal. Choses qui ne seront pas possibles dans le cas du BHNS. Mais surtout, et là je m'approche tout doucement de ma conclusion, je reviens à la question de savoir ce qu'on fabrique. Comment est-ce que le transport public va fabriquer la ville? Je passe sur tout ça. Ça, c'était le fameux croissant d'or. Nous avons, sur le long de cet axe 2, un gigantesque potentiel de développement urbain. On a plusieurs dizaines de sites qui sont aujourd'hui en phase de reconversion, des sites sur lesquels les projets sont en train de se dessiner, de fleurir, d'être annoncés. On compte plus de 10 000 logements annoncés le long de l'axe de la transurbaine. Et notre conviction est que si les pouvoirs publics annoncent un BHNS ou s'ils annoncent un tram, le signal vers tous les acteurs de la fabrique urbaine ne sera pas le même. Si on annonce un tram, on va pouvoir susciter un développement beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus intégré, beaucoup plus dense, beaucoup plus tourné vers les modes doux et le transport public que si on ne le fait pas. Et c'est, à notre avis, peut-être même la principale raison qu'il faut choisir de faire du tramway sur ce second axe. Ce plan est tiré de l'étude transurbaine de 2011. Il est dû au bureau Secchi et Vigano. C'est un plan qui identifie le long de l'autoroute A604. Donc vous identifiez ici la gare d'Anse. Les Guillemins sont là. A602, pardon, oui. De l'A602. Vous avez donc plusieurs dizaines d'hectares de terrain qui sont aujourd'hui en reconversion. Le site de Bonne-Fortune, le nord du site de Patience et Beaujon, des anciens charbonnages, le site de l'Espérance à Buranville, etc. Ces sites vont être transformés. Et si nous voulons que la ville retrouve du souffle, qu'elle retrouve des habitants, qu'elle retrouve une capacité à préserver ses zones vertes, c'est-à-dire à densifier les logements là où il est pertinent de les faire, si on veut se préparer au choc qui arrive sur le plan énergétique, c'est-à-dire faire en sorte qu'un moins grand nombre de personnes soient dépendants des hydrocarbures comme nous le sommes aujourd'hui, et ainsi de suite, nous avons intérêt à privilégier un développement urbain tel que celui-là. Ça, c'est un plan qui reprend cette idée de façon un peu synthétique, qui est tiré du schéma de développement communal. Le schéma de développement communal, c'est un processus qui est en cours pour le moment au niveau de la ville, qui vise à doter la ville de Liège d'une vision de long terme de la façon dont elle souhaite développer son territoire. Et dans ce cadre, il y a une réflexion qui a été menée par 3 bureaux, on est encore dans une étape intermédiaire de ce processus, par 3 bureaux, 2 bureaux internationaux et un bureau liégeois. Ici, c'est en l'occurrence ce bureau liégeois, à savoir Baumans de Fait, qui a produit peut-être que je peux zoomer là-dessus, qui a produit ces visuels, qui imaginent la façon dont le boulevard de l'automobile pourrait être reconverti, pourrait devenir un espace urbain et plus un espace d'autoroute. Il est tout à fait évident, et vous le voyez d'ailleurs dessiné, que la question du transport structurant, avec ici ces points qui sont présents, en l'occurrence le tracé du barreau sud est un peu différent ici que celui qui a été dessiné dans la transurbaine, mais ce n'est pas tellement important. Vous voyez que le transport urbain est vraiment un élément clé de la réussite de ce projet. Vous avez ici le site Boliden, là vous avez le site dit UODA, ici vous avez le zoning cuivre et zinc qui pourrait être autre chose qu'un amoncellement de boîtes à chaussures. Tout ça sans remettre en cause les fonctions présentes, parce qu'on peut densifier tout en maintenant les fonctions présentes dans des rez-de-chaussée au-dessus desquels on va construire, etc. Voilà. Si je suis porteur d'une conviction aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous, c'est celle-là. C'est celle qui est que la ville de Liège n'est pas vouée à être un no man's land, ou en tout cas à porter sur son territoire ces no man's land qui sont aujourd'hui des espaces répulsifs, donc que les habitants cherchent à fuir. C'est tout à fait évident, par exemple, dans un quartier comme Sainte-Marguerite, les gens qui le peuvent cherchent à aller habiter dans des lieux plus paisibles. Il est tout à fait possible de donner un avenir souhaitable, heureux à ces quartiers qui sont aujourd'hui maltraités par la pénétration automobile, qui sont pollués par cette présence automobile, qui sont bruyants, dangereux, etc.
Cette perspective d'un développement du transport public permettrait également, et là on est sur un scénario plus prospectif que porte Urbagora, d'aller vers l'hypothèse d'un centre-ville sans trafic de transit. Aujourd'hui, la ville de Liège est une des très très rares villes du monde dont la place centrale est une place de transit. La place Saint-Lambert est un endroit qu'empruntent les gens qui vont de, je sais pas, de Glun à Fléron. C'est une singularité. C'est une singularité qui s'explique parce que la topographie amène à une concentration des flux sur la place Saint-Lambert, etc. Mais c'est une singularité qui nous porte lourdement préjudice. Et il n'est pas possible de sortir de cette singularité de façon simple. Nous sommes en quelque sorte au milieu du gué avec la ligne 1 de tram. La ligne 1 du tram, en mettant le boulevard de la Sauvenière en cul-de-sac, en fermant la rue Ferronstrée, en fermant la rue de la Cité, en fermant la place de la République française, nous amène dans une situation où en fait le centre-ville n'est plus vraiment traversable. Sauf qu'il l'est quand même encore un petit peu. Et ce faisant, on multiplie l'embouteillage général. On amène les gens à venir s'engluer dans une situation qui en fait n'est pas tenable. Face à cette situation, l'analyse d'Urbagora consiste à proposer un scénario dans lequel on peut réapproprier le centre-ville pour d'autres fonctions que la circulation automobile et organiser le contournement du centre, tout en veillant évidemment à garder des traversées pour les véhicules d'urgence, pour les livreurs, pour les déménagements, pour les taxis et pour évidemment les modes doux et les transports publics. La condition de cela, c'est d'avoir un schéma cohérent d'ensemble, un réseau de transport public qui fonctionne, qui est maillé, dans lequel on peut facilement passer d'un endroit à l'autre, et nous en dessinons ici un possible futur. Cette hypothèse d'un centre-ville sans transit, elle a été expérimentée à Gand. Gand a mis en place cette idée, et aujourd'hui, Gand est cité en exemple au niveau mondial. Le concept de Gand, c'est le concept qui est dessiné ici, c'est le concept de boucle pénétrante. C'est-à-dire tous les parkings restent accessibles. Dans notre schéma, il y a juste le petit parking derrière l'hôtel de ville et la cour du palais de justice qui ne sont plus accessibles pour les voitures. Je suppose que vous serez d'accord. Et toutes les autres parkings restent accessibles, donc les voitures restent bienvenues quand elles ont quelque chose à faire au centre-ville. Mais elles ne restent plus bienvenues quand elles veulent traverser le centre-ville. Et ça change tout. C'est le concept qui a été mis en place à Gand, qui a été repris à Birmingham, qui a été repris dans plein d'autres endroits. Ce concept, il est de nature à nous permettre de retrouver un centre-ville extrêmement qualitatif par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. La condition pour y arriver, c'est la ligne 2 du tram. C'est vraiment la condition clé. Je termine avec une conclusion qui n'en est pas vraiment une, en disant que pour réussir tout cela, nous avons besoin d'une autorité métropolitaine du transport public. La condition de possibilité de tout ce que nous décrivons ici, c'est d'avoir une maîtrise d'ouvrage et un pilotage du réseau qui se fait au niveau de l'agglomération, au niveau du bassin de vie, au niveau de la ville vécue. Aujourd'hui, le transport public est une compétence régionale, et je pense qu'une grande partie de nos avanies ou de nos méens, pour utiliser un mot plus local, sont dus à cette distance entre la direction et l'usager. Je pense que la région n'a pas aujourd'hui la capacité de synthèse qui pourrait être trouvée à l'échelle métropolitaine, la capacité de synthèse entre les multiples dimensions de ce que veut dire fabriquer un transport public. La région n'a pas la proximité suffisante pour connaître les besoins des habitants. La région n'a pas un respect suffisant des habitants de l'agglomération liégeoise, et je pense que le chantier en est la démonstration plus qu'éclatante. La façon dont ce chantier a été géré, la façon dont les piétons, les cyclistes, les automobilistes qui devaient faire des tours invraisemblables, dont tout le monde a été traité dans ce chantier, ce n'était pas une fatalité. Et je pense qu'une partie de l'explication se trouve dans la distance entre les gens qui décidaient et les gens qui subissaient. Et surtout, cette autorité métropolitaine du transport public, me semble-t-il, serait de nature à nous permettre une reprise de contrôle démocratique sur notre transport public et par conséquent sur notre ville, parce que fabriquer un transport public, c'est fabriquer une ville. Et je vous remercie pour votre attention. Oui ?
J'ai une question très, très, très généraliste, en fait. On termine un petit peu là-dessus, d'ailleurs, sur la logique région wallonne, finalement, qui impose des directives qui ne sont pas spécialement celles du terrain. Je pense qu'il y a le schéma de développement territorial qui vient de se clôturer avec enquête publique, etc. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a un souhait de la région d'avoir des informations à recueillir auprès des villes et d'avoir des informations, je vais dire, spécifiques? Ou est-ce que c'est eux qui font finalement cette imposition pyramidale après qui s'opère au niveau des communes et autres? Comment est-ce que ça fonctionne dans l'absolu? Alors, donc le schéma de développement territorial, c'est effectivement c'est ce qui succède au SDER, que certains connaissaient, qui est donc le schéma au niveau régional, mais ce schéma n'est pas approuvé à ce stade. Donc aujourd'hui, donc il est sur la table du gouvernement et je ne suis pas certain qu'il sera approuvé avant la fin de la législature. Pour des raisons qui touchent essentiellement à des conflits autour de la notion de centralité, puisque le SDT promeut timidement, mais promeut quand même, l'idée qu'il faut cesser l'étalement du territoire, cesser le bétonnage des terres agricoles, etc. Et ça suscite un certain nombre de réticences. Non sans raison d'ailleurs, parce que je suis loin de porter un regard caricatural sur la façon dont les zones rurales peuvent affronter cette question du stop-béton, qui n'est pas du tout une question facile, vraiment pas. Mais voilà, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je ne vais pas approfondir là-dessus. Donc le SDT est toujours en cours. De façon générale, mon sentiment est que la région wallonne n'a pas compris qu'elle a une grande ville sur son territoire. Et vous le voyez dans les multiples politiques qui sont en fait pensées par des gens qui, pour la plupart, ne sont pas des urbains. Quand vous regardez qui sont les chefs de cabinet, les directeurs d'administration, les ingénieurs, etc., c'est pour un grand nombre d'entre eux des gens qui habitent le périurbain, qui ont un mode de vie périurbain. Et de nouveau, je ne jette pas la pierre individuellement aux gens. Chacun est le produit d'une société, est le produit de choix qui ne sont pas complètement individuels, etc. Enfin, moi, je ne stigmatise pas le périurbain. J'attire l'attention sur le danger collectif d'aller vers la périurbanisation qui a des effets terribles sur nos terres agricoles, etc. Je pense que, par exemple, ce qui s'est passé cette semaine avec les agriculteurs n'est pas sans lien avec ça. Mais donc, la sociologie aujourd'hui du personnel dirigeant de la région est une sociologie peu urbaine. Et de surcroît, il y a une sorte de relation mal engagée entre Liège et la région, où Liège est à la fois trop grosse et trop petite pour la région, c'est-à-dire que reconnaître Liège dans sa réalité d'agglomération de 600 000 ou 700 000 habitants, c'est en fait reconnaître qu'un quart de la région wallonne, c'est des Liégeois, et c'est-à-dire que Liège, en fait, devient vraiment, si on reconnaît ça, le centre de gravité de la région, ce qu'elle n'est pas du tout aujourd'hui, ce qu'elle n'est pas politiquement, ce qu'elle n'est pas budgétairement, ce qu'elle n'est pas... et donc, évidemment, ça bouscule beaucoup d'intérêts. Mais je dirais qu'il y a aussi simplement une ignorance. Et on le voit quand vous voyez par exemple des appels à projets où on propose par exemple des sommes forfaitaires ou quasi forfaitaires pour les communes. Vous avez une commune de 5000 habitants qui va pouvoir promériter, on n'en est plus tout à fait là, mais il y a quand même beaucoup d'exemples qui sont assez proches de cette tendance, où on va en fait designer des solutions à destination des communes, mais qui sont pensées pour des petites communes. Et puis vous avez la ville de Liège ou la ville de Charleroi qui en fait ne sont juste pas à la bonne dimension pour les projets qui sont proposés. Alors, bien sûr, on me répondra qu'il y a, par exemple, la PIV, la politique des grandes villes, enfin, le succès d'année de la politique des grandes villes, etc. Tout est toujours plus nuancé que ce qu'on a tendance à dire. Mais globalement, mon sentiment aujourd'hui est que Liège n'a plus d'audience au niveau wallon et peine à faire reconnaître la réalité de ce qu'elle vit. Et une des réponses à ça, à mon sens, est de travailler avec Charleroi beaucoup plus que nous le faisons. Il y a une espèce de rivalité bête entre Charleroi et Liège, historiquement, qu'il faut absolument dépasser. Liège et Charleroi ont des intérêts en commun et doivent travailler en commun. Mais même ça, même Charleroi n'est pas une ville du niveau de Liège, en fait. Quand vous regardez, simplement vous comparez, le cœur de Charleroi, c'est 6 000 habitants. Le cœur de Liège, c'est 150 000 habitants. Charleroi, c'est une ville archipel
très intéressante et pour laquelle j'ai énormément de sympathie, mais qui n'a pas du tout la même morphologie que Liège. Liège est la seule grande ville en Wallonie. Si vous prenez, je me suis amusé à dessiner les centres-villes de Mons, de Tournai, de Charleroi, de Namur, de Louvain-la-Neuve, de Wavre. Ils tiennent tous dans le centre-ville de Liège. Vous les juste à poser sur une carte, en termes de taille, ils tiennent tous dans la zone centrale de Liège. Donc cette réalité-là, elle n'est pas connue et elle n'est pas reconnue aujourd'hui. Et je ne suis pas très optimiste quant à la possibilité de faire évoluer les choses très favorablement. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que nous devons réclamer la métropole, c'est-à-dire un outil qui nous permet de designer les politiques dont on a besoin à l'échelle de la grande ville. Mais c'est pour ça aussi que Liège-Ville doit absolument apprendre à beaucoup mieux collaborer avec sa périphérie et que Liège doit absolument savoir que son destin est irrémédiablement lié à celui de Flémal, de Chaudfontaine, de Herstal, etc. Est-ce que vous pensez imaginer un jour une future fusion d'un point de vue du pouvoir électoraliste d'Herstal, Serein, Liège, chez en partie, mais Grigny. Alors, pour moi, c'est un peu le plan de dernier recours, mais oui. Donc, si on fusionnait Liège avec sa première couronne, c'est-à-dire avec Serein, Saint-Nicolas, Anse, Herstal, Bénezet, Fléron et Chaudfontaine, on a une ville de 400 000 habitants. Une ville de 400 000 habitants, à mon sens, ça change la donne en termes de dynamique, de rapport de force, etc. Mais c'est une solution dangereuse. Et c'est une solution dangereuse, notamment sur le plan démocratique, parce qu'il ne faut pas oublier que la commune, c'est quelque chose de très très ancien dans l'histoire humaine. Et la commune, c'est en fait le lieu de la démocratie proche. Et donc, pour moi, une condition sine qua non de cette grande fusion liégeoise, ce serait de recréer des institutions démocratiques à l'échelle des grands quartiers, disons, à l'échelle des 10-20 000 habitants. Je pense que c'est très, très dangereux de créer des institutions communales qui deviennent tellement éloignées des gens que les gens n'ont plus accès à l'échelle communale. Donc, moi, je préfère la dynamique de la métropole, qui est une dynamique dans laquelle les communes gardent leur présence, leur fonction, leur lien local, etc. Et voilà, les plus anciens nous racontent, moi j'ai pas connu ça, mais à quel point la fusion des communes dans les années 70 a été traumatique, en fait, pour énormément de gens, au point que dans les 10-15 années qui ont suivi, la défusion était une thématique politique qui revenait dans les élections, etc. Je crois que si on peut s'épargner ça, c'est pas plus mal. Mais effectivement, si on se retrouve acculé... Là, la ville de Liège est à 2 doigts de la faillite. On est vraiment dans une situation invraisemblablement difficile. Je pense que si on est vraiment dos au mur, peut-être que ce sera une solution. Vous parliez tantôt que la région ne voyait pas la particularité de la ville de Liège. Vous avez cité ici un exemple, Bruxelles, qui s'est bien développé, tout ça. Bruxelles s'est bien développé parce que, au niveau de région, périphérie tout autour, même si on n'est pas encore il y a le RER qui vient, et tout ça est arrivé par la région. Donc la ville de Liège, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous parlez de mettre un tram ici, et tous les gens qui travaillent et qui habitent dans les villes de Liège, s'ils n'ont pas la possibilité d'arriver jusqu'ici, le tram, ils en tourneront. Donc je pense que la ville de Liège a besoin de la région. Alors, la région ne peut peut-être pas à Liège, parce que la région doit venir à tout le monde. Alors, d'abord, Bruxelles a cette chance incroyable d'avoir une région bruxelloise. Donc, il y a à Bruxelles une région dont l'institution est tout entière tournée vers la question de la ville. Vous le voyez dans plein de trucs. Par exemple, vous regardez les statistiques qui sont produites par la région bruxelloise et les statistiques produites par la région wallonne. Il y a plein de trucs passionnants pour les urbains qui sont dans les statistiques bruxelloises qu'on ne trouve pas au niveau wallon. C'est-à-dire que l'institution a une production qui témoigne de son ancrage urbain. Donc, voilà. Ensuite, le RER n'a pas été développé par la région bruxelloise, il a été développé par le fédéral dans le cadre d'une reconnaissance par l'État fédéral de la centralité de Bruxelles, du rôle de capitale de Bruxelles, etc. Et je pense que Liège, tout comme Charleroi, tout comme Anvers, tout comme Gand, ont aussi besoin d'un RER. Et le RER, vous avez raison, est une clé
Liège ne vit pas, et j'insiste là-dessus, peut-être me suis mal fait comprendre, mais j'insiste tout à fait sur l'idée que Liège ne vit pas sans son hinterland. Liège, je ne plaide absolument pas pour une ville de Liège insularisée contre le reste du monde, etc. Bien au contraire. Bien évidemment, Liège est un poumon économique, est un poumon d'emploi, est un poumon culturel, est un poumon d'enseignement, et c'est essentiel que ça le reste. La question, c'est comment est-ce qu'on se relie à ce grand ensemble qui nous entoure. Moi, ce que je vous dis, c'est que le tram n'est pas le bon outil pour ça. Le tram, sa fonction, c'est pas ça. Le tram, c'est pas d'aller chercher les gens loin en périphérie. Le tram, c'est d'amener de la capacité là où le réseau déborde. Par contre, le RER, ça, c'est sa fonction. Le RER, il va vite. Ça permet, si vous venez, je sais pas, vous venez d'Amet, ou vous venez de Trot, ou vous venez de Visé, ou vous venez de, je sais pas, de Bassange, ou vous venez, il y a des lignes de chemin de fer qui passent là. Et ces lignes de chemin de fer, en fait, vous amèneront bien plus vite au centre-ville, beaucoup plus vite que n'importe quoi d'autre. Beaucoup plus vite que la voiture à l'heure de pointe, beaucoup plus vite que le vélo, beaucoup plus vite que le transport public urbain, beaucoup plus vite que le tram, dans l'hypothèse où on pourrait développer un tram qui va jusque-là, etc. Donc il faut utiliser ce réseau. Et ce réseau de chemin de fer, voilà, c'est une question centrale. On peut faire une cadence au quart d'heure à la pointe sur les principaux axes qui entourent Liège et aller jusqu'à Warem, jusqu'à Wiyustad, jusqu'à Visé, voire Maastricht, jusqu'à Verviers, voire au-delà, jusqu'à Ewaï. Voilà. Et donc, si on fait ça, et si on propose un schéma dans lequel les gens, il y a ceux qui habitent évidemment le long des lignes de chemin de fer, ça c'est facile, mais il y a ceux qui habitent un petit peu plus loin. Je sais pas, vous n'habitez pas à Mai, vous habitez au-dessus. Je sais pas moi, du côté de Héron par exemple. Le réflexe, ça va être de prendre la bagnole, d'aller en autoroute jusque éventuellement au P+R, et puis de prendre le tram. Moi, je propose plutôt un modèle dans lequel vous allez chercher votre train à Amet, vous aurez un train tous les quarts d'heure qui vous amènera avec 4, 5, 6 stations proches de votre destination finale au centre-ville et qui va surtout soulager la ville. La ville, aujourd'hui, elle étouffe à cause des voitures. Et c'est un cercle vicieux. Les voitures, aujourd'hui, sont en train de faire fuir plein de gens. J'ai des quantités de copains, des gens qui sont idéologiquement proches de moi, etc., qui n'en peuvent plus, qui étouffent, qui habitent le long des quais de la Dérivation, qui habitent Sainte-Marguerite à côté de l'autoroute urbaine, qui habitent... Moi, j'habite les Vennes, j'habite devant un carrefour gigantesque qui est... Voilà, et je sais que ça a un effet sur la santé de mes enfants. Je sais que ces bagnoles qui passent tous les jours, statistiquement, elles font perdre 3 à 4 années de vie à mes enfants. Et donc, on n'est pas forcé de faire ça. On peut faire autrement. On peut faire en sorte que ces bagnoles... de fournir une solution où les gens vont plutôt faire leur port modal en amont de la chaîne de déplacement et arriver au centre-ville et avoir un centre-ville qui sera beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agréable à vivre, beaucoup plus facile pour se déplacer, parce qu'il y aura plein d'espaces libres pour les vélos, les piétons, les transports publics, etc. Je vous propose un modèle d'efficacité, pas un modèle de rejet de quiconque. Une petite question justement par rapport à tous ces vieux réflexes que nous avons en la voiture. Enfin, si je pense à Courmonneuse avec la construction aussi du quartier qui est juste à côté, avec l'extension du tram sur Herstal, justement la gare qui va y se mettre de la ligne de tram, enfin les gens qui vont prendre la voiture, est-ce qu'il y a déjà maintenant des P+R qui sont déjà prévus en construction dans toutes ces zones justement côté généralement? Je ne sais pas, moi, peut-être Outre-Meuse ou côté Courmonneuse, justement, essayer un petit débordage tout ça aussi. Donc, il y a 4 P+R aujourd'hui, qui vont ouvrir avec la ligne de tram. Il y a Sclessin, en face du stade du Standard. Il y a le pont des Modeleurs. Il y a Bressou, à côté de la gare. Et il y a un petit à Votem. Il y en a d'autres qui vont suivre. En bout de ligne du côté Herstal, il y en a un qui est prévu aussi. Et en bout de ligne côté Gemep également. Sur la transurbaine, il y a également des projets, notamment à Angleur et à Chênay. Alors, le P+R, c'est un peu... Je vais dire quelque chose qui n'est pas facile à entendre. Aujourd'hui, le P+R, plein de gens imaginent que c'est une solution miracle. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que ce n'est pas le cas parce que... d'ailleurs, on le voit, le P+R de Votem, en fait, est vide. Il est vide, oui. Alors, pourquoi ? Parce que si vous voulez qu'un P+R fonctionne, il faut que ce soit plus avantageux de l'utiliser que d'aller jusqu'au centre-ville avec votre voiture.
Or, aujourd'hui, Liège n'a pas du tout et n'est pas prête à passer le pas de restreindre l'offre de stationnement en centre-ville. Donc, si vous regardez, vous avez ces panneaux de signalisation dynamique du stationnement qui ne servent à rien parce qu'il y a toujours plein de places partout. C'est un peu décoratif. Vous entrez, vous voyez, il y a 1300 places à la Médiacité, il y en a 2000 dans le centre. Enfin, ça me fait une belle jambe. Et donc, tout qui est prêt à payer certes, les 2,50 € de l'heure que ça coûte aujourd'hui de se stationner dans le centre-ville, n'a aucun problème à se stationner, il y a de la place partout. Il y a des étages vides dans les stationnements. Ce que les gens qui trouvent qu'il n'y a pas de place font, c'est qu'ils essayent de se garer dans l'espace public en chemette. Si vous voulez que les P+R fonctionnent, il faut que ça devienne avantageux de les utiliser. Et aujourd'hui, ça ne l'est pas. Non, mais est-ce que ça va le devenir? Je suis peu optimiste. Franchement, moi, ce que je retiens de la conférence d'aujourd'hui, si je peux me permettre de t'en parler, en fait, oui, c'est génial d'avoir un tram, mais bordel, il a été mal réfléchi. Donc, du coup, c'est comment est-ce qu'on va faire pour pallier maintenant à tout ce manque de mise en place et de desserte qu'il n'a pas, parce qu'effectivement, je suis voisine avec les poissons, donc effectivement, les poissons n'en ont pas besoin de ce tram. Et il passe pour ce temps-là, quoi. Et donc, je suis en train de me dire, donc oui, c'est génial, mais j'avoue que j'appréhende un peu le devenir de cet outil génial. Alors, à cause de toutes ces décisions qui doivent être prises rapidement pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques ou avec une vision de la région qui n'a pas la même que nous ou du périurbain. Je vous dirais que le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Et franchement, quand on s'est battu, comme moi j'ai consacré un temps un peu déraisonnable à ce dossier, j'ai passé des mois à travailler là-dessus, sous tous les angles, etc. Je me suis passionné pour ça. Et c'est très frustrant de se dire que si tel ministre qui commence par P et qui se termine par Philippe Henry avait écouté ce qu'on lui disait, le truc serait vraiment beaucoup mieux. Mais malgré ça, le tram va fortement améliorer les choses, vraiment, pour beaucoup de gens. Il n'est pas parfait et on va encore travailler. On va travailler sur la question des vélos, sur la question de la complémentarité des bus. Mais moi, je suis convaincu que si on parvient à construire, je dirais, une dynamique démocratique autour de cet enjeu-là, et je ne parle pas ici des partis politiques, je parle d'une capacité des citoyens à s'intéresser à ces questions, à exprimer des avis complexes et nuancés, à être présents dans des instances de concertation. Enfin, c'est ça, pour moi, une démocratie vivante, c'est ça. Et si on parvient à ça, si on parvient à recréer, par exemple, une association d'usagers des transports publics à Liège, ce qui manque dramatiquement, et ce qu'on aimerait bien faire, je suis convaincu que certes, les rails sont à certains endroits pas tout à fait où ils auraient dû être. Mais c'est pas dramatique. Mais on va complémenter. Voilà. Par exemple, dans le quartier Saint-Léonard, je pense qu'un jour, il y aura une antenne de tram qui ira jusqu'à la place Vivenis par la rue Maguin. Elle aura un terminus là-bas et il y aura un point d'interaction parfait avec le train à cet endroit-là. On le fera un jour. La façon dont on a aménagé la place des déportés va rendre ça fort compliqué, mais on le fera. Et ainsi de suite. Et au niveau des bus, le bus, c'est super léger. Ça se décide en quelques semaines. On peut décider de modifier une ligne de bus. Donc, on va pouvoir améliorer les choses. Mais s'il y a une chose que je vous suggère de retenir de mon exposé, c'est que la ville appartient à ses habitants et la ville est à l'image de ce que leurs habitants en font. Et si vous emparez, vous et tant d'autres s'emparent de ces questions, en font un enjeu démocratique, s'intéressent à ça suffisamment, etc., ça va s'améliorer. Ça et plein d'autres choses. Soyez acteurs de votre ville, soyez exigeants quant à la façon dont on l'aménage, dont on la... Voilà. Merci beaucoup, François. Ok. Ah, encore une question. Ah, ce sera la dernière, ça va? Oui. On peut encore en poser une? On parlait Merci. d'éviter qu'on passe sur les quais et pour traverser la ville. Du coup, il ne faudrait pas relancer un projet type Cerex de Beaufailly. C'est clairement tout ça. Enfin, que du coup, on va regarder ça pour être la région, tout ça. Mais, du coup, les gens qui traversent, c'est pas pour aller à Bruxelles, c'est pour aller vers l'Allemagne. Alors, c'est une bonne question. Comme vous le savez ou pas, je me suis beaucoup engagé contre l'autoroute Cerex-Beaufailly.
parce que je pense que l'autoroute Sorexo-Beaufailly aurait pour conséquence d'achever la ville de Liège, c'est-à-dire d'achever le mouvement de périurbanisation. Et elle a été dessinée pour ça. Ce projet spécifique, il a 6 points d'interaction, 6 échangeurs sur 12 km. C'est un projet qui est un projet de développement territorial du périurbain de l'Est de l'agglo. Aujourd'hui, la saturation du réseau autoroutier, elle se produit à 3 points. Elle se produit routier et autoroutier. Elle se produit sur le ring nord, elle se produit sur le tunnel de Cointe, et elle se produit sur les quais de la dérivation. C'est les 3 points noirs. Voilà. Quand vous lisez la modélisation du trafic qui a été faite par la région wallonne sur l'avenir de CHB, ce qui se passe sur ces 3 points noirs, c'est un soulagement de quelques années et puis une aggravation. Pourquoi ? Parce que pendant quelques années, il y a effectivement un dévoiement du trafic, et ensuite, il y a une modification des comportements de court, moyen et long terme qui va amener une reconfiguration des usages. Et cette reconfiguration des usages augmente l'usage de la voiture. En fait, c'est un pattern qu'on retrouve systématiquement. Quand vous créez des infrastructures, vous créez de l'usage. Il y a un chercheur lillois qui s'appelle... je ne retombe plus sur son nom, je vous suggère vraiment de le lire, il travaille sur le trafic induit et le trafic déduit. Le trafic induit, je vous donne un exemple pour comprendre. Si, je sais pas, vous habitez un point A et vous travaillez à un point B, mais c'est assez compliqué d'aller du point A au point B, ben, vous allez forcément passer votre temps de midi là-bas. Par contre, si on vous crée une autoroute, bah, peut-être le temps de midi, vous allez retourner manger avec votre conjoint, votre conjointe, parce que c'est facile, ça prend 10 minutes. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle du trafic induit de court terme. Il y a du trafic induit de moyen terme. C'est, par exemple, vous allez faire des choix en termes de vos loisirs. Ah bah oui, je peux aller à telle salle de sport qui est sympa parce que j'ai l'autoroute. Je peux aller à tel type de loisirs, tel type de trucs, etc. Et puis, il y a du trafic induit de long terme. Ça, c'est des choix de localisation, d'emploi et de logement. Et on l'observe quand vous créez une infrastructure. Ce qu'on observe, c'est qu'on observe un allongement des chaînes de déplacement. C'est tout à fait étudié aujourd'hui. Voilà. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que quand vous fermez une infrastructure, vous observez une reconfiguration des chaînes de déplacement pour tenir compte de cette nouvelle donne. Aujourd'hui, on est dans une situation où accroître encore le réseau routier, dans un contexte où on est déjà à 82% de part modale, c'est vraiment foncer dans le mur. Et CHB ne va pas résoudre les problèmes d'engorgement du réseau. CHB va participer à une dilution de la ville un peu plus, et par conséquent aussi à un appauvrissement de la ville de Liège. Je sais que c'est à certains égards contre-intuitif. On peut se dire, voilà, créons des infrastructures et ça va soulager, les voitures vont aller là-bas. En fait, non. Quand on crée des infrastructures, ça augmente globalement la demande de mobilité, tout comme quand vous créez des infrastructures de transport public, vous augmentez globalement la demande de mobilité publique. Et donc, ce qu'on dit, pour le dire de façon nuancée et je dirais modérée, vu les choix qui ont été faits depuis 60 ou 70 ans, tout miser sur le développement routier en Wallonie, nous, ce qu'on dit, c'est essayons un peu pendant 10 ou 20 ans de miser sur le développement du transport public et que si ça permet de revenir pas aux parts modales des pays du Nord, hein, Copenhague, ils sont à moins de 30% de part modale de la voiture à l'échelle de l'agglo. Si on est là, vos autoroutes, elles sont plus du tout utiles. Hein. Moi, je dis même pas ça. Je dis essayons de réduire de 10%. On est à 80, essayons d'aller à 70, allez à 65 peut-être. Si on parvient à faire ça, il n'y a plus de problème d'engorgement. Ça disparaît. Envolé. Ça, c'est voilà. Et donc, moi, je vous propose ça. Je vous propose de dire, allez, dans les 20 prochaines années, surtout avec le climat et tout, quand même, il faut... Voilà, on mise sur le transport public. On mise sur le fait que les gens qui se déplacent sur la dérivation, par exemple, eh ben, peut-être qu'ils pourraient utiliser la ligne de chemin de fer qui est juste parallèle, la ligne 40, qui passe ici derrière. On fait des arrêts au Vennes, à la Bonne-Femme, à Cornillon, Bressou existe, on rouvre Jupy, Wandre, Cherat, Gargentot, Visé, et on propose ça. On voit ce qui se passe. Et si, après avoir sérieusement essayé de faire du transport public qualitatif, de faire un réseau qui fonctionne, on se rend compte qu'il y a encore besoin d'un axe routier nord-sud 25-25, il y a des solutions qui existent, et notamment le tunnel sous Robermont, qui en fait c'est une solution beaucoup moins problématique au niveau périurbanisation, parce que il n'y a aucune sortie. Donc, ça permet de faire la jonction nord-sud sans générer de l'étalement urbain. Mais je suis à votre disposition pour approfondir le dossier.
Bien, merci beaucoup, François. Je vous invite à continuer la discussion si vous le désirez autour d'un verre. Et voilà, en tout cas, on est la sortie. Voilà.